Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la filière TEDCO de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon travail aujourd'hui. Donc je suis chargée de recherche ici même à Imagine dans l'équipe base moléculaire et physiopathologie des ostéochondrodysplasies dirigée par le docteur Laurence Leger-Mallet. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment au laboratoire on essaye de comprendre le rôle d'un récepteur à activité de tyrosine kinase qui est le récepteur FGFR3 au cours du développement crâniofacial. Donc, notre gène de prédilection au laboratoire, comme je le disais, est le gène FGFR3 qui code pour le Fibroblast Growth Factor Receptor 3, qui est un récepteur à activité de tyrosine kinase qui a la particularité d'être impliqué dans de nombreuses pathologies osseuses. Différentes mutations gain de fonction ont été identifiées comme responsables de nombreuses chondrodysplasies, dont l'achondroplasie. Donc l'achondroplasie, qui est le nanisme le plus fréquent, qui entraîne non seulement des défauts du squelette appendiculaire et du squelette axial, mais également des défauts du squelette crâniofacial avec des patients qui présentent une macrocéphalie et aussi un élargissement des fontanelles. D'autres mutations gain de fonction de ce gène sont responsables de craniosynostoses, qui sont donc des maladies entraînant une fusion prématurée des sutures crâniennes, ayant pour conséquence à la fois des malformations crâniofaciales, mais également de l'hypertension intracrânienne. Et plus rarement, il a été également décrit des patients avec des mutations perte de fonction de ce gène, qui entraînent également des défauts du squelette appendiculaire et axial, avec des patients qui présentent une taille anormalement élevée, mais également des anomalies du squelette crâniofacial, comme une microcéphalie et la présence d'os ectopiques le long des sutures. À l'heure actuelle, les traitements des craniosynostoses consistent en des procédures chirurgicales permettant un remodelage de cette voûte crânienne, mais il est essentiel d'améliorer la prise en charge des patients et de développer de nouveaux traitements thérapeutiques permettant notamment de limiter le risque de récidive. Et afin de développer ce nouveau type de thérapie, il est essentiel de comprendre le rôle de FGFR3 au cours de la formation du crâne et de la formation des sutures. Et donc, c'est le projet que nous développons au laboratoire. Malheureusement, jusqu'ici, l'ensemble des modèles murins ne nous ont pas permis de répondre à cette question, puisque que ce soit des Puisque ce soit des modèles de craniosynostose, on n'observe aucune fusion prématurée des sutures et aucun phénotype crâniofacial n'avait été observé chez des souris présentant une mutation perte de fonction du gène FGFR3. Donc, pour répondre à cette question, on a décidé de se tourner vers un autre modèle, qui est le modèle de Poisson-Zep, qui présente énormément d'avantages pour l'étude du développement de la voûte crânienne. En effet, le poisson-zèbre présente. Donc, le poisson-zèbre, c'est un poisson d'eau douce qui vient d'Inde, notamment du Gange, et qui présente la particularité d'avoir de nombreuses anomalies de structure au niveau de la voûte crânienne entre l'homme et le zébrafiche, avec la présence des os frontaux, des os pariétaux et de l'os occipital, tous ces os étant séparés par des sutures. De plus, les processus d'ossification impliqués dans la formation de la voûte crânienne sont similaires chez le poisson-zèbre comparé à l'homme, avec majoritairement un processus d'ossification membranaire pour la formation de la voûte crânienne. Pour notre projet, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que FGFR3 est bien exprimé au niveau de la voûte crânienne, avec une présence au niveau le long des os et également au niveau du front ostéogénique. Enfin, un des avantages non des moindres du poisson-zèbre est que son développement externe et tardif permet d'étudier l'ensemble des étapes du développement de la voûte crânienne, que ce soit de la formation des centres d'ossification jusqu'à la formation des sutures lors du chevauchement de ces os. Donc, comme je vous disais, la formation de la voûte crânienne résulte d'un processus d'ossification membranaire qui consiste en la différenciation des cellules mésenchymateuses en ostéoprogéniteurs, puis en ostéoblastes immatures et matures, cellules capables de former la matrice osseuse. Ce processus d'ossification membranaire est également impliqué
au cours de la formation des sutures particulièrement. Donc en fait, on voit que ce processus d'ossification membranaire est également impliqué au niveau de la formation des sutures, puisqu'on voit au niveau où les os se chevauchent, la présence de cellules mésenchymateuses entourées d'une matrice de collagène qui vont au fur et à mesure se différencier en ostéoblastes, permettant un allongement des os. Donc, suite à toutes ces données, on s'est donc lancé et on a établi le premier modèle perte de fonction de poisson zèbre pour le gène FGFR3 grâce à la technologie CRISPR-Cas9 qui nous a permis d'introduire un codon-stop juste en amont du domaine transmembranaire entraînant la perte de l'activité tyrosine kinase. Donc les résultats ont été très satisfaisants puisqu'on a obtenu un poisson avec un phénotype crânio-facial très visible et ces résultats ont été confirmés à la fois par micro-CT et grâce à des colorations à l'isaérine où on a mis en évidence que ces poissons présentaient à la fois une microcéphalie, mais également un retard de développement des os frontaux et pariétaux, ainsi que la présence d'os ectopiques, comme ce qui avait été montré chez les patients. Donc on avait dans nos mains le premier modèle animal présentant un phénotype crânio-facial similaire à la pathologie et nous permettant ainsi d'étudier le rôle des FGFR3 au cours du développement du crâne et de la formation des sutures. Donc les premières études qu'on a faites ont été des études classiques où on a regardé le développement des os et on a pu mettre en évidence un retard de la formation osseuse chez nos poissons mutants qui est directement lié à une diminution de la vitesse de formation osseuse, comme vous pouvez le voir ici ou ici. La formation osseuse étant directement liée à l'activité des ostéoblastes, on a décidé d'étudier plus finement ce processus de formation osseuse et d'étudier les processus cellulaires impliqués. Pour cela, nous avons utilisé une lignée transgénique de poissons zèbres qui permet à la fois de suivre les ostéoblastes immatures marqués par la M-chérie, donc là en rouge, et les ostéoblastes matures marqués en vert. Et donc, on peut suivre, grâce à l'utilisation de ce poisson, le développement de la voûte crânienne chez un même poisson au cours du temps. Donc chez le white type, donc on prend notre poisson, on l'endort, on fait une photo, on le remet dans les bacs, on le rendort, enfin voilà. Ceci pendant un mois, nous permettant de suivre le développement de la voûte crânienne. Et donc, comme vous pouvez le voir, chez notre poisson, on a bien l'expansion des ostéoblastes immatures, avec au fur et à mesure l'arrivée des ostéoblastes matures qui vont prendre la place des ostéoblastes immatures et la persistance d'ostéoblastes immatures au niveau de la périphérie. Chez les mutants, nous avons pu observer un phénotype différent où on a pu mettre en évidence à la fois un retard de l'expansion des ostéoblastes immatures au cours des développements de la voûte crânienne, mais également un défaut de différenciation des ostéoblastes immatures en ostéoblastes matures. Ces résultats ont été confirmés quantitativement et mettent en évidence que l'absence de FGFR3 inhibe à la fois l'expansion des ostéoblastes immatures et leur différenciation en ostéoblastes matures. Donc, à la suite de cela, on a voulu étudier plus précisément l'impact de FGFR3 et le rôle de FGFR3 sur l'ensemble des populations cellulaires impliquées dans l'ossification membranaire. Donc, pour cela, on a pris en fait des voûtes crâniennes de poissons au cours du développement, c'est-à-dire avant la formation des sutures. Et grâce à une analyse de transcriptomique par single cell, on a pu identifier chaque population cellulaire, des cellules mésenchymateuses aux ostéoblastes, en passant par les ostéoprogéniteurs. Donc, grâce à cette étude de transcriptomique, on a d'une part mis en évidence que FGFR3 était non seulement exprimé dans les ostéoblastes matures et immatures, mais également dans les ostéoprogéniteurs tardifs. Et grâce à une étude de transcriptomique différentielle que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, faute de temps, nous avons pu confirmer ce qui avait été montré par imagerie. Et on a également pu montrer, grâce à l'étude spécifiquement des ostéoprogéniteurs tardifs, que FGFR3 était également impliqué dans la différenciation de ces ostéoprogéniteurs, mais également avait un rôle important dans la régulation de la matrice extracellulaire. Donc cette première partie d'étude a permis de mettre en évidence le rôle des FGFR3 au cours du développement de la voûte crânienne, donc avant la formation des sutures, en mettant en évidence que FGFR3 était, lors de ce stade de développement, à la fois un régulateur positif de la prolifération des ostéoprogéniteurs tardifs et des ostéoblastes immatures, de leur différenciation, et qui joue un rôle important dans la matrice extracellulaire qui est connu pour jouer un rôle clé dans la régulation de l'ostéogénèse.
Donc ça, c'était la première étape de notre étude, mais jusqu'ici, quid de la formation des sutures? Donc ça, c'est la deuxième question qu'on s'est posée. Comme je vous l'ai dit, cette question est fondamentale puisque FGFR3 est impliqué dans de nombreuses craniosynostoses, dont le syndrome de Moenke, qui est une des craniosynostoses syndromiques les plus fréquentes. Et donc, on a cherché à savoir quel était le rôle de FGFR3 au cours de la formation des sutures. Et ça, c'est le travail de Rachel Peurer, qui est doctorante en 2e année au sein de notre équipe et qui a donc regardé la formation des sutures chez notre modèle perte de fonction. Donc la première observation qu'elle a pu faire, c'est que chez nos poissons, étonnamment, contrairement au wild type où on avait, comme j'avais décrit, un chevauchement des sutures séparées par une fine couche de collagène avec des cellules entre eux, on observait en réalité que les os de nos poissons ne pouvaient pas se chevaucher et étaient séparés par une épaisse couche de collagène avec des cellules en leur sein. Ce phénotype est valable pour l'ensemble des sutures observées chez notre poisson et persiste au cours du temps, c'est-à-dire qu'on a une inhibition totale de la formation des sutures chez nos poissons présentant une perte de fonction. De manière intéressante, cette inhibition est corrélée à une augmentation de l'épaisseur de l'os au niveau de ces sutures. Donc, afin de mieux comprendre pourquoi on observait ce phénotype, je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, je vais parler de plus en plus vite. Pardon. Donc, pour comprendre ce phénotype, on a en fait étudié, comme précédemment, les ostéoblastes immatures et les ostéoblastes matures, à la fois au stade où juste la formation de la suture se forme, et après, donc, qui est le stade 12 mm, et également à un stage plus tardif, qui est le stade 26 mm, où les sutures sont bien établies. Donc, lorsqu'on a regardé à stade 12 mm, on a pu voir que chez les... white type, on avait la présence d'ostéoblastes immatures et d'ostéoblastes matures le long des os, avec un chevauchement déjà des os qui est ensuite associé à la présence d'ostéoblastes immatures. À 12 mm, on observe également la présence d'ostéoblastes immatures et la présence d'ostéoblastes matures, avec une absence de chevauchement et la présence d'un amas d'ostéoblastes immatures entre ces deux os. En revanche, lorsqu'on a regardé cela à un stade plus tardif, on a pu voir que chez les poissons sauvages, on observe bien des ostéoblastes immatures au sein de la suture, donc juste ici, associés également à la présence d'ostéoblastes matures, donc capables de former de l'os. Contrairement à ce qui a été observé chez les mutants, où on observe bien la présence d'ostéoblastes immatures. En revanche, on a mis en évidence une inhibition très localisée de la présence d'ostéoblastes matures au sein de la suture, alors que cette différenciation des ostéoblastes matures avait bien lieu le long de l'os. Donc ici, on a mis en évidence un rôle très localisé de FGFR3 au cours de la formation des sutures. Donc pour mieux comprendre ce problème de différenciation, on s'est intéressé plus précisément à la morphologie des cellules présentes au niveau de la suture, les cellules normalement étant typiquement allongées le long du front ostéogénique. Or, chez nos mutants, que ce soit par simple observation du noyau ou par microscopie électronique, on a pu mettre en évidence un défaut de la morphologie des cellules présentes sur le front ostéogénique, indiquant potentiellement un problème de différenciation. Pour aller plus loin dans l'analyse de ce phénotype, on a tout d'abord regardé le phénomène d'apoptose et nous n'avons pu voir aucun phénomène d'apoptose à 12 mm, signifiant que FGFR3 n'entraîne pas directement une apoptose cellulaire, ni des cellules mésenchymateuses, ni des ostéoblastes. En revanche, lorsque l'on a regardé à 26 mm, c'est-à-dire lorsque le poisson est adulte, on a pu mettre en évidence une apoptose massive au sein de la suture et nous sommes en train de caractériser le type cellulaire atteint par cette apoptose. Donc,
en conclusion de cette partie, nous avons mis en évidence, grâce au modèle perte de fonction, un phénotype évolutif, avec tout d'abord l'inhibition du chevauchement des os, qui entraîne l'accumulation de cellules entre ces deux os. Ce phénotype va se dégrader au fur et à mesure, avec une inhibition très localisée de la différenciation des ostéoblastes au niveau de la suture, associée à la fois à un épaississement des os et à une mort cellulaire. Il est très probable que ce défaut de différenciation soit responsable en réalité d'un changement d'orientation de la formation des os, qui, contrairement chez le wild type, se fait de manière longitudinale, conduit ici à un élargissement des os, expliquant ainsi l'épaisseur de l'os observé, mais également peut-être la mort cellulaire des cellules qui serait peut-être due à des forces mécaniques différentes appliquées aux cellules. Donc, pour poursuivre l'étude, on a également regardé l'impact de la mutation perte de fonction de FGFR3 sur la matrice extracellulaire, car comme je vous l'avais dit, dans un premier temps, on avait pu observer des défauts de composants de la matrice chez ce poisson, comme le collagène de type 12. Donc, on s'est intéressé au collagène de type 12, mais également au collagène de type 1, qui est un des composants majeurs de la matrice extracellulaire osseuse. Donc, que ce soit à 12 ou 26 mm, on a pu voir chez le wild type comme chez les mutants qu'on avait un enrichissement, qu'on avait une forte expression de ces deux collagènes, que ce soit à proximité de la suture ou même au sein de la suture, et que ces collagènes avaient une distribution qui était affectée chez nos mutants, que ce soit le collagène de type 1 ou le collagène de type 12. Donc, pour compléter cette étude, on est allé voir un peu plus précisément. Donc, on a fait tout d'abord une coloration classique de Cyrus Red mettant en évidence l'ensemble des collagènes. Et cette coloration a permis de mettre en évidence une densité de matrice beaucoup plus importante chez les poissons mutants comparée aux poissons wild type. Et cette densité, cette augmentation de densité a été confirmée par microscopie électronique, où on observe à la fois une densité différente, mais aussi une organisation de la matrice extracellulaire différente. Donc, à l'heure actuelle, Rachel est en train d'analyser plus précisément ce phénotype, et elle a pu, donc ça c'est vraiment des données préliminaires, mettre en évidence que la FGFR3 semblait entraîner un défaut même de la synthèse de collagène, des fibres de collagène au sein de la suture, donc on est bien ici, puisqu'on observe une variabilité des tailles de fibres de collagène beaucoup plus grande chez les mutants comparée aux sauvages. Enfin, on s'est intéressé également à la matrice extracellulaire, non pas au sein des sutures, mais au niveau de l'os. Et pour cela, on a étudié le collagène de type 1 grâce à une technique de microscopie de seconde harmonique en lumière polarisée qui permet à la fois d'étudier et la structure des fibres de collagène et son organisation. La structure étant reflétée par l'intensité du signal, c'est-à-dire si on a un signal, ça veut dire que les fibres de collagène sont bien structurées. Et l'orientation est quant à elle déterminée par la couleur, c'est-à-dire une orientation correspond à une couleur. Donc on a fait cela à 12 mm déjà. Alors je ne sais pas comment on lance les trucs. Voilà. À 12 mm, vous pouvez lancer les deux. On voit pas de différence, que ce soit au niveau de la structure ni au niveau de l'orientation, ce qui signifie que FGFR3 n'a pas un impact direct sur la mise en place du réseau de collagène de type 1. En revanche, lorsqu'on a regardé à 26 mm, on a pu mettre en évidence, on ne met pas en évidence de défaut de structure, donc FGFR3 n'a pas un rôle au niveau de la mise en place des fibres de collagène, mais si on a regardé au niveau du signal, au niveau de l'orientation, on a pu voir une grande variabilité de l'orientation des fibres de collagène de type 1, signifiant qu'au cours du temps, l'absence de FGFR3 entraîne un défaut de l'organisation du collagène de type 1 et donc de la matrice osseuse des os. Donc, en résumé, nous avons pu mettre en évidence que FGFR3, au cours du développement des sutures, avait un rôle pléiotrope, avec comme rôle majeur une régulation de la différenciation des ostéoblastes, mais que ceci entraînait de nombreux effets, que ce soit au niveau de la qualité de l'os, au niveau de la mort cellulaire ou au niveau de la matrice cellulaire
la matrice extracellulaire au sein des sutures. Donc de nombreux travaux restent à venir, notamment comprendre quel est l'impact de FGFR3 en amont, c'est-à-dire dans les cellules mésenchymateuses et dans les ostéoprogéniteurs. Quels sont les ligands qui sont impliqués dans la régulation de FGFR3 et également d'étudier les voies de signalisation impliquées dans ce domaine, dans ce processus, pardon. Donc voilà. Donc je tiens à remercier particulièrement le docteur Laurence Legemallet qui me permet de mener à bien ce projet. Je remercie aussi Rachel qui travaille avec acharnement sur les sutures de nos poissons, Ivan qui est ingénieur aussi qui travaille avec nous. Et je tiens aussi à remercier la filière Tête et Cou qui me finance pour un autre projet que j'espère vous présenter la prochaine fois. Voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était très très clair. Je vais passer le micro à Ariane Bertal dans quelques instants. Juste avant cela, pour vous remercier, parce qu'on est à peu près 70 dans la salle, et vous êtes plus de 200 à nous suivre en ligne et en direct, donc on est très contents. Voilà, je vais relever, voir s'il y a des questions en ligne également. N'hésitez pas à les poser. That was beautiful, thank you so much. So there are a number of genetic mutations that lead to craniosynostosis. Hypophosphatasia is one of those examples. Do you think that ultimately everything is going to converge into a unified pathway as to what explains this disease, or the different pathways lead to the same phenotypic change? I think no. I think there is some craniosynostosis that we can regroup in the same group, like FGFR craniosynostosis and maybe ERF craniosynostosis that lead to a modification of the ERK signaling pathway. But regarding the hypophosphatasia or hypophosphatemia, I think it's another pathway. It's more due to a defect of mineralization, and not. It's not. I think it's not really linked to the directly to the osteogenesis. But yeah. Vous avez évoqué la biomécanique. Donc effectivement, la suture, ça doit être quand même assez stimulé. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'on peut mesurer justement En fait, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et c'est voilà. Et en fait, on est en train de mettre en place une collaboration avec des lignées qui permettent en fait d'exprimer des mécanosenseurs au sein de la suture et qui en fait permettent d'avoir une intensité de fluorescence différente selon si on a une force mécanique différente appliquée au sein de la suture. Donc ça, c'est un projet qu'on met en place. Peut-être le lien entre biomécanique et développement. Et puis là, je pense qu'on le met en évidence clairement. Oui, c'est très, très localisé. Oui, j'avais une question peut-être un peu naïve, mais dans les craniosynostoses et tous ces syndromes APER et d'autres, et moi j'ai souvent entendu, et dans les cours et tout ça, FGFR1 et 2, et je sais que, peut-être je ne suis pas sûr, s'ils sont un peu exprimés plutôt dans le développement crânial ou crânio-facial que FGFR3, mais il y a beaucoup de similarités, je suppose, et ils partagent aussi plusieurs syndromes de mutations de loss of function and gain of function. Et donc, vous êtes intéressé aux 3, mais vers les 1 et 2, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent alors, oui, moi, je me suis intéressée aux 3. FGFR1 et FGFR2, effectivement, en fait, ils sont exprimés plus précocement. FGFR1, il est plutôt exprimé au niveau des cellules mésenchymateuses et FGFR2 au niveau des ostéoprogéniteurs. Donc après, il est clair qu'il y a des similarités au niveau des voies de signalisation en aval de ces gènes, où il a été montré que dans les ostéoblastes, on avait les mêmes voies qui étaient... Donc, potentiellement, il pourrait y avoir des cibles thérapeutiques qui sont similaires. Après, l'avantage de FGFR1 et FGFR2, c'est que chez la souris, ils sont très exprimés, contrairement à FGFR3 qui est sous-exprimé, d'où le fait qu'on n'ait pas de phénotype. Donc, il y a déjà, par exemple, le modèle FGFR2 présente un phénotype, le modèle de Crouzon, on a une craniosynostose. Oui. Mais FGFR3, que ce soit Crouzon avec acanthosis nigricans ou le syndrome de Moenke, on n'a jamais eu de craniosynostose. C'est pour ça aussi que vous êtes allé vers les fiches. Ah bah oui. C'est qu'en fait, c'est que lorsqu'on a fait l'étude d'expression, etc., on a pu voir que FGFR3 était surexprimé, que FGFR1 et 2 n'étaient pas, quasiment pas exprimés, donc on avait bien ce différentiel,
Et en plus, là, dans notre modèle paire de fonctions, on a pu voir que lorsqu'on faisait l'analyse transcriptomique, on n'avait pas une rescue par FGFR1 et FGFR2. Okay. Donc, les trois étaient vraiment bien séparés. Bien séparés, ok. Merci. Merci beaucoup. Muriel de la Durmola. Comment est-ce qu'on explique le lien entre la formation des diamètres des fibres de collagène et FGFR3 ? C'est une dysfonction cellulaire ou il y aurait d'autres... Je pense qu'il y a un rôle direct de FGFR3 dans la synthèse des fibres, notamment parce que lorsqu'on a fait l'étude transcriptomique, on a vu une dérégulation du type du collagène de type 12. Donc c'est possible qu'il y ait ça. Et après, on ne peut pas non plus... enlever l'effet des forces biomécaniques, où ça se trouve, ça a un impact. À l'heure actuelle, je suis incapable d'avoir une réponse précise. Merci beaucoup de ce bel exemple encore